va passer à la conférence suivante. C'est avec plaisir que je vais appeler mon confrère et ami, le professeur Mohamed Kahloul, qui va nous parler de l'anesthésie et réanimation en chirurgie surrénalienne. Mon cher ami et confrère, à vous la parole. Monsieur le Président du Collège national d'urologie, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité à cette honorable manifestation scientifique pour traiter les volets anesthésie et réanimation lors de la chirurgie des surrénales. Donc, c'est une anesthésie particulièrement stressante. C'est un véritable défi pour les anesthésistes réanimateurs, surtout pour la chirurgie des tumeurs sécrétantes, à cause d'un risque périopératoire accru pour deux raisons. Il y a tout d'abord des effets directs liés aux hormones sécrétées, mais également il y a des comorbidités parfois sévères qui sont directement associées à ces sécrétions-là. Et la sécurité de malade dans ce contexte impose une parfaite connaissance et maîtrise des principaux risques associés à chaque type de tumeur. Cette maîtrise du risque doit particulièrement concerner le phéochromocytome. Là, il s'agit d'une tumeur de la médullosurrénale qui sécrète une ou plusieurs catécholamines avec une incidence qui est faible, aux alentours de 1,5 ADK pour million d'habitants par an. Les signes cliniques habituels du phéochromocytome, donc il y a tout d'abord la triade de Ménard qui est assez évocatrice. Elle associe les sueurs, tachycardie et céphalée. Un deuxième signe assez fréquent, c'est l'hypertension artérielle. Elle se voit dans 90% de cas. Elle peut être permanente comme elle peut être paroxystique. Et elle s'associe souvent à des maux de tête, des malaises et du syncope. Ces malades peuvent se présenter également à l'occasion d'une décompensation cardiaque, à l'occasion d'une complication cardiaque, surtout une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Parfois, c'est une glycémie élevée, ça se voit dans 50% de cas, et ça peut se manifester également par des douleurs lombaires. Le tableau clinique dépend du type de l'amine sécrétée. Pour les phéochromocytomes qui sécrètent exclusivement de la noradrénaline, une éventualité qui peut se voir dans 32% de cas, les signes sont dominés par la vasoconstriction et l'hypertension artérielle par activation du récepteur bêta-1 et alpha-1. Pour les phéochromocytomes qui sécrètent aussi bien la noradrénaline que l'adrénaline, ça se voit dans 27% de cas, et le tableau il est dominé par la tachycardie, par stimulation du récepteur bêta-1. Il y en a des phéochromocytomes qui sécrètent l'adrénaline, uniquement de l'adrénaline. Ça se voit dans 4,8% de cas. Le tableau il est dominé par les effets bêta-2, et on trouve fréquemment une vasodilatation, une hypotension artérielle orthostatique, parfois des AVC, insuffisance cardiaque et des infarctus. Enfin, il y a des phéos qui sécrètent la dopamine. Ça se voit dans 4,8% de cas. Et les signes sont assez frustrants, surtout de l'heure abdominale, syndrome inflammatoire. La confirmation diagnostique fait appel au dosage de méthanéphrine et norméthanéphrine plasmatique ou urinaire. La prise en charge périopératoire débute à la consultation d'anesthésie par une évaluation préopératoire. Et alors là, cette évaluation est la pierre angulaire de la prise en charge du phéochromocytome. C'est une évaluation qui est à la fois clinique, mais également on aura besoin d'un bilan de retentissement pour évaluer les complications cardiovasculaires. On aura besoin d'un holter tensionnel, d'un holter rythmique et d'une échographie cardiaque. Ce bilan se justifie par la fréquence des complications cardiaques associées au phéochromocytome. Ça se voit dans 10 à 38% de cas. Dans cette série portant sur 76 malades, 12% des complications cardiaques ont représenté 12% de cas et elles ont été dominées par l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, les arythmies et le thrombus du ventricule gauche. Ce risque de complications cardiovasculaires est accru en fonction de certains critères pronostiques. Il y en a tout d'abord l'importance des catécholamines circulantes. Il y en a également la taille de la tumeur. À partir de 4 cm, le risque il est majoré. Et les anomalies de segment cuté.
Donc, ces facteurs-là majorent le risque de complications cardiaques associées au phéochromocytome. Le phéochromocytome peut également se manifester par une complication aiguë. Il n'y en a pas que les chroniques. Parfois, c'est une complication cardiaque aiguë. Dans cette série portant sur 140 malades, les complications cardiaques aiguës ont été rapportées chez 15 malades, soit un taux de 11%. Et ce sont des complications aiguës sévères, dominées par l'œdème aigu de poumon dans 12 cas et par le choc cardiogénique dans 10 cas. On constate également qu'il y a une altération profonde de la fraction d'éjection des ventricules gauche qui a varié dans cette étude entre 10 et 40%. Cette étude qui a évalué les cardiopathies associées au phéochromocytome par l'imagerie par résonance magnétique trouve que les anomalies sont dominées essentiellement par lésions du myocardites, par de la fibrose et par la dysfonction myocardique. L'analyse du pronostic de malades opérés par rapport aux non opérés trouve une amélioration significative de la fraction d'éjection du ventricule gauche, du volume télédiastolique du ventricule gauche, de la masse du volume du ventricule gauche et du taux des lésions myocardiques. Il y a une nette amélioration de ces paramètres-là après la chirurgie. L'évaluation préopératoire doit bien évidemment déboucher sur une préparation préopératoire. Et l'intérêt de la préparation préopératoire, c'est tout d'abord de limiter l'hypertension de base, limiter les épisodes aigus d'insuffisance cardiaque préopératoire, limiter l'hypovolémie liée à la vasoconstriction et surtout amortir les poussées hypertensives péropératoires. Ces poussées péropératoires se voient essentiellement pendant 3 temps différents. Ces poussées hypertensives peuvent se voir tout d'abord à l'occasion de l'intubation trachéale et c'est à cause d'une stimulation nociceptive. Elles peuvent se voir également de façon plus fréquente et plus grave lors de l'insufflation du pneumopéritoine, surtout en cas d'une hypercapnie associée. Et elles se voient surtout lors de manipulation des glandes surrénales à cause du relargage des catécholamines. Quelles sont les indications de la préparation préopératoire? 2 principales indications sont particulièrement rapportées dans la littérature. La première indication, c'est l'hypertension préopératoire. La deuxième indication, c'est la présence de facteurs du risque qui sont essentiellement la taille de la tumeur supérieure à 4 cm, le taux de marqueurs circulants élevé et des anomalies de l'échocardiographie. Il y en a également certains qui réalisent cette préparation préopératoire pour tous les malades présentant des tumeurs, des phéochromocytomes sécrétants et quel que soit le profil tensionnel. Quelles sont les modalités de cette préparation préopératoire? Elle doit faire appel tout d'abord aux alpha bloquants alpha 1 sélectifs. La molécule la plus utilisée dans notre contexte, c'est la prazosine et elle doit être administrée de façon très progressive. Il y en a quelques alternatives aux alpha 1 bloquants, notamment le rapidil. Dans cette série, la gestion périopératoire des malades a été faite par le rapidil à la dose de 10 à 15 mg/h pendant 3 jours préopératoires avec des résultats efficaces et une sécurité totale pour les malades. En cas de difficulté à gérer l'hypertension préopératoire par alpha-bloquants, ou encore comme une autre alternative aux alpha-bloquants, on peut utiliser les inhibiteurs calciques. C'est une alternative possible au dépend d'un peu plus de poussée hypertensive péropératoire et un peu moins d'hypotension en post-opératoire. Deuxième volet de cette préparation, c'est les bêta-bloquants. Ils sont particulièrement indiqués en cas de tachycardie ou d'arythmie, mais surtout pas démarrer les bêta-bloquants avant les alpha-bloquants. Donc il va y avoir une accentuation
de la stimulation du récepteur alpha suite à l'inhibition du récepteur bêta. Et ça va donner des pics hypertensifs difficiles à gérer. On peut utiliser comme bêta-bloquant l'athénolol à la dose de 100 mg par jour ou bien les métoprolol à la dose de 100 à 200 mg par jour. Pour les phéochromocytomes malins et métastatiques, le contrôle tensionnel préopératoire est souvent difficile. Et là, il y a une indication pour les inhibiteurs de la synthèse des catécholamines, tels que la méthyltyrosine, qui est commercialisée en autorisation temporaire d'utilisation. C'est possible, sauf qu'elle a une mauvaise tolérance, dominée par essentiellement la somnolence et les syndromes dépressifs. Sa prescription doit être accompagnée de recommandations diététiques, surtout en termes d'éviction des molécules porteuses de tyramine et une hydratation très importante. Arrivons au bloc opératoire. Les principes de cette gestion péropératoire font appel à une anesthésie générale avec intubation. Il faut bien monitorer la pression artérielle. C'est une indication à la pression artérielle invasive. On doit mettre un cathéter artériel. Pour les malades qui présentent déjà une altération de la fonction cardiaque, il faut également monitorer le débit cardiaque. Pour cette chirurgie, il faut une analgésie efficace. Et en cas d'une laparotomie, on recommande souvent le recours à une analgésie multimodale associant la péridurale. La prémédication anxiolytique permet également de réduire la fréquence et l'importance des accès hypertensifs. Pour l'entretien de l'anesthésie, il est conseillé d'utiliser des molécules de courte durée d'action pour favoriser le réveil et l'excipation sur table. Les molécules habituellement recommandées sont sevoflurane, remifentanil. Il faut bien évidemment éviter les molécules histamino-libératrices telles que la tracryum concurrare et les fortes doses de morphine. Pour la technique chirurgicale, il est fortement recommandé de recourir à la cellule chaque fois que c'est possible, tout en insistant sur une faible pression d'insufflation. Optez toujours pour la pression d'insufflation la plus faible. Et selon des données récentes, la voie rétropéritonéale est associée à un moindre risque d'hypertension péropératoire, à plus d'hypotension post-opératoire, et elle permet de réduire la durée de chirurgie. Un autre objectif de cette préparation, de cette prise en charge péropératoire, c'est la gestion de l'hypovolémie. Et c'est une hypovolémie multifactorielle. Il y en a d'abord une vasoconstriction chronique liée aux sécrétions des catécholamines. Ça, c'est un premier facteur qui explique cet état d'hypovolémie. Le deuxième facteur, c'est l'induction anesthésique. Là, on parle des effets hémodynamiques de produits anesthésiques. Troisième facteur possible, c'est le saignement. Et enfin, c'est l'arrêt des sécrétions des catécholamines à l'occasion du clampage de la veine surrénalienne. Il y en a en fait 4 facteurs qui expliquent cette hypovolémie. La correction, elle fait appel au remplissage vasculaire par des cristalloïdes. Pour éviter l'excès de remplissage, surtout en cas d'une altération de la fraction d'éjection de ventricule gauche, il est recommandé de céder par des indices hémodynamiques tels que le débit cardiaque et les indices de la précharge dépendance. Un autre défi péropératoire, c'est comment gérer les accès hypertensifs et les troubles du rythme. Ceci est fréquent lors de la manipulation de la tumeur et il est secondaire à la libération des catécholamines. Pour les pics hypertensifs, on peut utiliser comme molécule soit la nicardipine, soit le rapidil. Pour le contrôle de la tachycardie, la molécule la plus utilisée, c'est l'esmolol. Des bolus de 0,5 mg par kilo
permettent de gérer des situations assez difficiles. Donc il est particulièrement intéressant qu'il y ait un minimum de communication entre le chirurgien et l'anesthésiste. Surtout au moment du clampage de la veine surrénalienne. C'est un moment qui est particulièrement critique parce qu'on peut avoir juste après un effondrement de la pression artérielle. Et c'est une hypotension qui est sévère et réfractaire au remplissage vasculaire. Et elle justifie souvent le recours aux catécholamines. En post-opératoire, deux principales complications sont à craindre et qui sont directement en rapport avec le sevrage en catécholamines. L'arrêt brutal de cette libération des catécholamines à l'occasion de la chirurgie d'exérèse sera responsable, ou elle peut favoriser deux principales complications. Tout d'abord, le malade peut présenter une hypotension post-opératoire, justifiant parfois le recours aux catécholamines. Le deuxième risque post-opératoire qu'il ne faut pas le négliger, c'est le risque des hypoglycémies sévères, qui doivent être impérativement prévenus par une surveillance rapprochée et par des consignes claires aux patients. Ces deux complications post-opératoires, l'hypotension et les hypoglycémies profondes, justifient un passage par des unités de soins intensifs pendant au moins la première nuit post-opératoire. Y a-t-il un risque d'insuffisance rénalienne aiguë à l'occasion de la chirurgie du phéochromocytome? Ce risque se voit en cas d'une surrénalectomie bilatérale. D'accord? Le diagnostic, la confirmation diagnostique fait appel au dosage du cortisol, dosage ACTH et test au synactène. Le tableau clinique peut comporter de la fièvre, fatigue, maux de tête, myalgie, nausées, vomissements, diarrhée, dyspnée, troubles de la conscience, hypotension artérielle. Sur le plan biologique, on trouve une hypoglycémie, une hyponatrémie, une hypercalémie et une diminution du taux de cortisol. Comment prendre en charge l'insuffisance rénalienne aiguë? C'est une urgence médicale, diagnostique et thérapeutique. Sa prise en charge impose une hydratation et le recours aux glucocorticoïdes. Il faut donner d'emblée 100 mg d'immunosuccinate d'hydrocortisone en IV, puis 50 à 100 mg toutes les 6 à 8 heures. Ceci dit, on peut facilement prévenir cette complication par une supplémentation systématique d'immunosuccinate d'hydrocortisone à la dose de 50 à 100 mg par jour après une surrénalectomie bilatérale. Et d'ailleurs, vaut mieux prévenir que guérir. Deuxième cas de figure, on peut être amené à opérer une tumeur surrénalienne à l'occasion d'un syndrome de Cushing. Le tableau clinique peut comporter plusieurs signes: obésité facio-triangulaire, fatigue, acné, œdème, atrophie cutanée, thrombose, prise de poids, ecchymose, hypocalémie, faiblesse musculaire, hirsutisme, troubles psychiques. Là, pour le malade qui présente un syndrome de Cushing, il faut particulièrement identifier et diagnostiquer les comorbidités associées. Il y en a plusieurs comorbidités qui sont associées à cet état d'hypercortisolémie. Il y en a l'obésité, le diabète et la résistance à l'insuline, dyslipidémie, immunodéficience, ostéoporose et dépression. Toutes ces comorbidités doivent être recherchées et considérées dans l'évaluation et la préparation préopératoire. Donc, pour le diagnostic, c'est une cortisolérie augmentée non freinable par la DEXA et sans variation cicatricienne. La concentration d'ACTH indosable permet de différencier entre cette tumeur et une tumeur hypophysaire. Prise en charge préopératoire. Comment on va préparer nos malades pour cette chirurgie? Il faut tout d'abord corriger l'hypertension artérielle.
Et cette correction fait essentiellement appel aux antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Le cortisol, à forte dose, il a un effet minéralocorticoïde. Et donc, spironolactone, dans ces cas de figure, pourrait très bien corriger cette hypertension artérielle. Pour la correction de l'hypocalémie, elle fait appel à une supplémentation en potassium, qu'il ne faut pas oublier de l'arrêter en post-opératoire pour ne pas risquer l'hypercalémie. Le contrôle glycémique périopératoire fait appel à l'insuline ultra rapide. La thromboprophylaxie. Et là, c'est un point particulièrement intéressant à développer. Le syndrome de Cushing majore considérablement le risque thromboembolique. Pour deux raisons. Il y en a des lésions vasculaires et un état d'hypercoagulabilité. Ce risque accru impose une thromboprophylaxie qui doit commencer dès la période préopératoire et être poursuivie par la suite en post-opératoire. Les malades qui présentent une faiblesse musculaire ou encore les malades obèses sont à risque de complications respiratoires. La prévention de ces risques impose une réhabilitation respiratoire préopératoire et idéalement chez les fumeurs une stratégie de sevrage tabagique. Au bloc opératoire, c'est une anesthésie générale faisant appel à des molécules de courte durée d'action, idéalement sevoflurane, remifentanil et du curare d'action intermédiaire avec monitorage de l'effet de ces curares. Donc on aura besoin d'un curarimètre. La surveillance, elle doit être régulière et elle doit porter sur la glycémie, la calémie et les gaz du sang. Les malades qui présentent un syndrome de Cushing clinique sont à risque d'intubation difficile. Il faut savoir préparer le chariot d'intubation difficile et gérer la situation en fonction des algorithmes de gestion des voies aériennes difficiles. Lors de l'installation de malades sur table opératoire, il faut bien protéger les points d'appui, particulièrement chez les malades ostéoporotiques et les malades qui présentent une fragilité cutanée. En périopératoire, il peut également y avoir une libération des catécholamines lors de la manipulation de la tumeur. Pour cette raison, on risque d'avoir des poussées hypertensives périopératoires et ça justifie amplement un monitorage instantané de la pression artérielle. Là aussi, il y a un problème de sevrage qui doit être traité précocement. Le sevrage en cortisol à l'exérèse tumorale impose une compensation, une supplémentation qui doit démarrer au bloc opératoire. 100 à 200 mg du miscénate d'hydrocortisone en IV à démarrer au bloc opératoire. En post-opératoire, la surveillance doit être rapprochée. Elle doit porter sur la glycémie, la calémie et la pression artérielle. On doit poursuivre la supplémentation en hydrocortisone, 100 mg par jour pendant au moins une semaine, puis il va y avoir une dégression progressive en fonction de la sécrétion de cortisol naturel résiduel. Ces malades sont également à risque accru d'infection et il faut savoir prévenir ce risque par le respect des règles d'asepsie, par l'antibioprophylaxie et par une surveillance attentive. Troisième cas de figure, c'est l'hypersécrétion d'aldostérone. Là, souvent, ce sont les adénomes des cônes. Le tableau, signe révélateur, c'est un état d'hyperaldostéronisme primaire qui associe hypertension artérielle et hypocalémie. Les diagnostics font appel à l'aldostérone plasmatique qui est augmentée et à une baisse de l'activité rénine. Ces malades nécessitent également une
prise en charge attentive à cause d'un risque cardiovasculaire qui n'est pas négligeable. Si on analyse cette série, cette figure, qui porte sur des malades qui présentent un hyperaldostéronisme primaire et des malades qui présentent une HTA primitive, on voit très bien que l'hypertrophie ventriculaire gauche, elle est plus fréquente chez les malades qui présentent un hyperaldostéronisme primaire que sur les malades qui présentent une HTA primitive. La même constatation porte sur le risque de fibrillation atriale qui est plus fréquente en cas d'hyperaldostéronisme primaire. Pour cela, il est recommandé de savoir penser à l'hyperaldostéronisme primaire chez les malades hypertendus. Et là, une liste qui définit les populations à haut risque d'avoir un hyperaldostéronisme primaire parmi les hypertendus. 7 risques: HTA avec hypocalémie, une HTA résistante, une hypertension qui survient avant l'âge de 40 ans, une hypertension qui dépasse 150-100 mm de mercure avant le début du traitement, l'incidentalome surrénalien, un AVC ischémique à un âge jeune et le syndrome d'apnée de sommeil. Cette population, elle est à haut risque d'avoir un hyperaldostéronisme primaire. Traitement chirurgical du moment que la taille dépasse 1 cm, qu'elle est associée à une HTA chez un patient jeune et qu'elle est latéralisée. La prise en charge en préopératoire doit comporter essentiellement la correction de l'hypocalémie et le contrôle tensionnel. Donc, 2 objectifs: maîtriser l'hypertension, corriger l'hypertension artérielle et corriger l'hypocalémie. Ceci est possible par le recours aux antagonistes du récepteur du minéralocorticoïde, idéalement la spironolactone. Elle est habituellement prescrite pour une durée de 4 à 6 semaines. L'objectif, c'est d'avoir une pression artérielle inférieure à 140-90 mm de mercure et une normocalémie. Elle doit être également arrêtée une semaine avant l'intervention, parce qu'elle a une durée d'action prolongée et fait risquer le malade, fait exposer le malade à un risque d'hypotension post-opératoire. Donc, on l'arrête avant une semaine et on fait le relais par d'autres classes d'antihypertenseurs et l'hypocalémie dans ce cas sera prévenue essentiellement par la supplémentation en potassium. Pour résumer, on peut se trouver face à un phéochromocytome ou bien à un primary aldostéronisme ou bien syndrome de Cushing. 3 cas de figure. Pour le phéochromocytome, donc en préopératoire, c'est une évaluation axée essentiellement sur la fonction cardiaque. La prémédication fait appel essentiellement aux alpha-bloquants. Elle doit débuter au moins 7 à 14 jours avant la chirurgie, avec comme objectif une pression inférieure à 130-80 mm de mercure, une fréquence cardiaque entre 60 et 70 battements par minute. Surveillance post-opératoire porte pression artérielle, fréquence cardiaque, glycémie pendant au moins 24 à 48 heures. Principales complications: persistance de l'hypertension. Là, les principales causes impliquées sont tumeurs résiduelles, clompage de l'artère rénale ou bien excès de remplissage péropératoire. On peut également avoir une hypotension post-opératoire suite au sévrage en catécholamine. On peut avoir des hypoglycémies et exceptionnellement une insuffisance rénalienne, sauf si la surénectomie est bilatérale. Le follow-up, par la suite, ça doit être annuel pendant 10 ans, à vie pour les malades à haut risque. Et là, on parle surtout des jeunes en cas d'anomalie génétique ou bien des tumeurs très volumineuses. Pour l'adénome de cône, évaluation préopératoire ECG, vu le risque de complications cardiaques associées
à l'hyperaldostéronisme. La préparation fait appel aux antagonistes du récepteur minéralocorticoïde qui doivent être arrêtés une semaine avant l'acte. On insiste beaucoup sur la thromboprophylaxie, vu un risque majoré de complications thromboemboliques. Objectif thérapeutique, pression artérielle inférieure à 140-90 mm de mercure et une normocalémie. En post-opératoire, n'oubliez pas d'arrêter la supplémentation en potassium pour ne pas risquer une hypercalémie. La surveillance doit porter sur l'arénine, dosage aldostérone, potassium et la fonction rénale. On peut avoir comme complication une hypertension persistante, hypotension, hypercalémie, hyperaldostéronisme, insuffisance surrénalienne. Le contrôle ultérieur, pression artérielle, potassium, aldostérone, activité rénine. On finit par le syndrome de Cushing. L'évaluation préopératoire, elle doit essentiellement rechercher les comorbidités associées à l'hypersécrétion de cortisol. La préparation préopératoire vit un risque septique élevé. Pensez à l'antibioprophylaxie et la thromboprophylaxie. Objectif, normalisation de la pression artérielle, de la glycémie et de la calémie. En post-opératoire, le risque thromboembolique peut persister jusqu'à une année après la chirurgie. Donc pensez à une thromboprophylaxie de moins 4 à 5 semaines après la chirurgie. Pour conclure, risque préopératoire accru surtout pour les phochromocytomes, importance d'une prise en charge optimale, multidisciplinaire par des équipes rodées. Et merci pour votre attention. Beaucoup, professeur Kahloul, pour cette magnifique conférence. Personnellement, j'ai appris des choses aujourd'hui. J'ai appris que l'hyperaldostéronisme, les patients avec une HTA sur hyperaldostéronisme avaient plus de risques de complications cardiovasculaires et notamment de fibrillation auriculaire que les hypertendus normaux. Personnellement, je n'avais pas, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Et aussi, j'ai retenu la forte prévalence de cardiomyopathie cachée, non méconnue chez les patients ayant un phéochromocytome. C'est beaucoup plus fréquent que nous autres chirurgiens, que les notions que nous avons. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, les résidents, est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Tout était clair? Est-ce qu'il y a des questions au niveau du panel? Alors... Merci pour la présentation. Je vous en prie. J'ai appris également beaucoup de choses. En fait, je veux poser une question à propos de la préparation des patients qui ont des phéochromocytomes qui vont subir une chirurgie. Donc, on sait tous qu'il faut une préparation avec les alpha-bloquants, la prazosine. Donc, moi, je pose une question à propos des patients qui sont déjà hypertendus avant de poser le diagnostic de phéo. Et qui sont déjà équilibrés sous une autre classe médicamenteuse. Est-ce qu'au moment de la préparation par alpha-bloquant, puisqu'ils sont bien équilibrés de peur d'avoir des hypotensions, est-ce qu'il faut arrêter l'autre classe ou bien il faut continuer avec une association? Et ma deuxième question, est-ce que cet alpha-bloquant doit être maintenu après la chirurgie ou bien on l'arrête en fonction de la tension artérielle post-opératoire? D'accord. Donc pour la première question, l'alpha-bloquant n'est pas la seule alternative. C'est la meilleure, oui, mais ce n'est pas la seule alternative. Si votre malade est déjà équilibré sur une inhibiteur calcique, pourquoi pas? Donc tout d'abord, il faut voir quelle molécule il prend. On peut respecter le schéma thérapeutique initial, comme on peut le modifier. Ça, c'est pour répondre à la première question. Pour la deuxième question, les alpha-bloquants, on va les arrêter post-opératoire, mais sous une surveillance stricte. Ce n'est pas le lendemain, donc on va surveiller le malade et à la sortie, le plus souvent, le malade quitte sans alpha-bloquant. Concernant donc les patients opérés qui sont hypertendus, qui sont opérés pour tumeurs surrénaliennes, donc généralement on dit que c'est une hypertension qui est curable, donc on s'attend à une normalisation de la tension artérielle. Donc est-ce que chez ces malades-là,
on peut voir quand même des problèmes d'hypertension post-opératoire. L'hypertension post-opératoire suite à une chirurgie de phéochromocytome, c'est ça la question? Oui. Les principales causes impliquées dans la littérature. Une tumeur résiduelle, il faut penser à ça. Peut-être on n'a pas enlevé toute la tumeur, et si le malade n'a pas eu de type préopératoire, il peut avoir une localisation secondaire. Ça, c'est une éventualité auquel penser. Et on a des cas d'hypertension post-opératoire qui ont été rattachés à des ligatures iatrogènes de l'artère rénale. C'est un diagnostic auquel il faut penser. Troisième éventualité, mais qui explique juste l'hypertension post-opératoire immédiate, c'est l'excès de remplissage. Mais cette cause, elle va disparaître rapidement. Donc, si jamais le malade garde toujours des chiffres tensionnels en post-opératoire d'une chirurgie de phéochromocytome, et avant de conclure à une HTA chronique, il faut éliminer surtout la persistance d'une sécrétion de catécholamine et une complication rénale. Merci. Je vous en prie. Merci. J'ai une question par rapport à la durée d'hospitalisation d'un malade opéré d'un féo ou d'un cône. Le chirurgien a réussi sa chirurgie, il est content. Et pour vous, est-ce qu'il y a des critères de rallonger la durée d'hospitalisation post-opératoire? Quels sont les malades qu'il vaut mieux qu'ils restent 3 ou 4 ou 5 jours? Parce que vous avez la mini-invasive, la laparoscopie. Théoriquement, il peut sortir le lendemain. Mais vous, est-ce que vous, dans certains cas, vous dites non, il sort après 3, 4, 5, 6 jours, même plus? La durée ne peut pas, on ne peut pas la décider à l'avance. Donc, si tout va bien, le malade, s'il réunit les critères de sortie, il va quitter. On est peut-être particulièrement vigilant pour les malades qui se présentent avec une altération profonde de la fonction cardiaque. Donc ces malades, on les considère souvent comme un risque accru. Et on a eu quelques problèmes avec les malades qui ont entraîné. Les malades qui ont entraîné avant de venir à la chirurgie. Je me rappelle d'un cas d'une patiente qui nous a consulté après 11 ans. Donc la gestion était très difficile et donc la durée était prolongée. Mais définir des seuils, c'est un peu difficile. Si tout va bien, pourquoi pas le garder à l'hôpital? Tu veux poser une question? C'est juste une remarque pour les résidents par rapport aux suites opératoires de deux situations particulières. Le phéochromocytome, donc c'est une pathologie, on opère, c'est bien, on a enlevé la tumeur surrénalienne, mais les patients risquent de mourir en post-opératoire principalement par deux causes. La première, c'est l'hypovolémie qui peut persister en post-opératoire, et des patients qui sont mal surveillés risquent de faire un état de choc hémodynamique et hypovolémique. Donc c'est des patients qui doivent être bien surveillés, la pression artérielle bien remplie, et parfois on a recours à des catécholamines même en post-opératoire. La deuxième chose, donc, c'est l'hypoglycémie qui est persistante. Donc la surveillance de la glycémie doit être faite de façon horaire, au moins les 4 premières heures en post-opératoire. La deuxième situation qui est particulière, c'est le syndrome de Cushing. Et là, je me rappelle d'un patient chez qui on a fait une surrénalectomie pour un Cushing. Le patient a été mis sous hydrocortisone en post-opératoire avec une dégression progressive, mis sortant à G3 sous Cortef. Une semaine après la sortie, il consulte aux urgences, douleur abdominale avec vomissement. Vu par les urgentistes, ils ont fait un scanner, ils trouvent un aspect de colite, donc ils ont appelé les gastro, il a été mis sous antibiotiques. Alors que le patient, c'est évident, il est dans un tableau d'insuffisance surrénalienne. Donc, et l'insuffisance surrénalienne peut persister des mois et des mois en post-opératoire. Donc il faut toujours penser au diagnostic d'insuffisance surrénalienne pour un patient qui a été opéré pour un adénome cortisolique. Voilà. Là, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est surtout l'arrêt brutal de la substitution en glucocorticoïde. La dose était insuffisante. Méfiez-vous de l'insuffisance surrénalienne, c'est vrai, d'autant plus que parfois elle est prise pour une urgence chirurgicale. Et si ça tombe sur un autre chirurgien que vous, il va ouvrir parce qu'il va penser que c'est un tableau chirurgical aigu, que c'est une complication de la chirurgie. Il va penser à une complication de la chirurgie surrénalienne, alors que ça va être une laparotomie blanche.
Alors moi j'ai une dernière question. Ça, Ouais. je vais poser une question à la place des résidents. Le monitorage du débit cardiaque est très très important pour le phéochromocytome. Quels sont les moyens de monitorer le débit cardiaque en péropératoire? Et ça, les résidents d'urologie doivent connaître ces moyens. Quels sont les moyens disponibles pour monitorer un débit cardiaque en live et en continu pendant une intervention pour un phéochromocytome? Ce que nous utilisons maintenant en général. Les différents moyens possibles en fonction de vos moyens techniques, parce qu'ils travaillent dans des blocs différents. Alors, comment est-ce qu'on peut monitorer un débit cardiaque? Voilà. D'accord. Ben là, je reviens plutôt au chapitre les indices hémodynamiques préopératoires qui vont guider le remplissage. Il y a tout d'abord les conditions de précharge dépendance. Là, c'est très simple. Il suffit de mettre un cathéryseur artériel et on analyse la pression pulsée. On calcule un paramètre de TAPP. Du moment où ça dépasse le 13%, c'est un malade qui est vide, il faut le remplir. Deuxième monitorage qu'on peut le faire, c'est carrément le débit cardiaque. Donc, je leur explique, c'est l'aspect de la courbe au cathétérisme cardiaque. L'aspect de la courbe de tension vous donne une idée sur... C'est des vibrations, donc ça vous donne une idée sur le remplissage. Ça c'est un paramètre. Deuxième paramètre, il y a des appareils qui analysent l'onde de contour et à partir de l'onde de contour fournissent le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque, plusieurs autres paramètres. Ce que nous utilisons en bloc opératoire d'urologie à Sehloul, c'est le Moscare. Moscare, c'est un truc qui ne cite pas de consommable. On n'a pas besoin de consommable. Juste on branche un cathéryseur artériel et on aura en quelques secondes volume d'éjection systolique, débit cardiaque, la delta PP et les résistances vasculaire. Et on va, à l'occasion de la chirurgie de phéochromocytome, on voit ces résistances qui augmentent et qui diminuent chaque fois qu'on a une manipulation de la surrénale. Donc on voit le tout, la fréquence cardiaque, les résistances et la pression, tout augmente ensemble. On peut également utiliser l'échographie cardiaque pour ceux qui ont un échographe. Donc ça permet également d'avoir une idée sur la contractilité, sur les pressions de remplissage. Aujourd'hui, les outils de surveillance sont pratiquement disponibles partout et ça permet d'optimiser la prise en charge hémodynamique de ces malades. Et ces outils sont particulièrement recommandés pour les malades qui se présentent déjà avec un problème cardiaque, avec une altération préopératoire de la fonction cardiaque. C'est assez passionnant le sujet. On a encore une question. Bon, juste un commentaire. Donc, je salue la remarque que vous avez apportée tout à l'heure concernant la communication en péropératoire entre le chirurgien et l'anesthésiste. C'est vraiment très, très important, c'est crucial. C'est-à-dire que, juste, j'ajouterai un moment difficile et peut-être critique. Vous avez noté tout à l'heure trois temps, donc l'intubation, l'insufflation et le clampage. J'ajouterai aussi la mise en position de décubitus latéral. Là aussi, moi, j'ai assisté une fois à un patient qui a fait un arrêt cardiaque juste en le mettant sur le côté, après avoir été intubé correctement et n'a pas présenté de problème. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il faut obligatoirement que le chirurgien, avant de clamper la veine surrénalienne, il doit alerter impérativement l'anesthésiste. C'est quelque chose d'obligatoire. Et c'est une faute professionnelle si on ne le fait pas. Donc normalement, moi je dirais que le malade devrait être en permanence en volémie, en normovolémie pendant l'intervention chirurgicale et que le moment doit être prêt. Mais pourquoi on alerte? C'est que peut-être que le malade il est en petit déséquilibre volémique. Et en ce moment-là, il faut que l'anesthésiste soit alerté pour qu'il peut-être il prépare un petit peu ce moment, ces secondes, peut-être ces fractions de secondes, juste après le clampage de la veine surrénalienne qui va entraîner ce sevrage brutal en catécholamine et qui peut engendrer les problèmes les plus graves que peut-être les pics hypertensifs et les problèmes donc, de rythme cardiaque avec la manipulation de la tumeur avant le clampage.
Merci beaucoup, professeur Kahloul. Vous savez, le débat était très passionnant.